Amour, confiance et une rencontre fortuite. Chacune de ces 5 histoires a commencé par la promesse d'un nouveau départ, mais s'est terminée dans une tragédie inimaginable. Aucune des victimes ne pensait que leur premier rendez-vous se solderait par la mort. Rejoignez-nous alors que nous explorons les tournures sombres qui ont transformé des moments ordinaires en crimes glaçants. Le 30 mars 2016, à Sydney, en Australie. Keith Collins, 53 ans, était prêt à recommencer sa vie et à trouver à nouveau l'amour. Quelques jours auparavant, cet homme d'affaires avait rencontré une femme intéressante sur Tinder, une application de rencontre populaire. Le courant était immédiatement passé entre eux et ils avaient décidé de se rencontrer en personne. Ils passaient un moment agréable lors de ce premier rendez-vous, mais quelque chose de terrifiant allait bientôt effacer toute joie et tout espoir. Récemment séparé de sa compagne de longue date, Keith aspirait à un nouveau chapitre dans sa vie. Durant cette période, il fit la connaissance de Jovi Pilapil, une mère de 3 enfants âgée de 39 ans et directrice adjointe des soins infirmiers à Uniting Aged Care. Tous deux partageaient un lien fort autour de l'amour qu'ils portaient à leurs enfants. Keith était père de 4 enfants et beau-père de 3 autres. Après plusieurs échanges sur le site, ils prirent la décision de se retrouver pour dîner ensemble, de faire connaissance en personne et de voir si la complicité virtuelle se confirmerait. Le soir du 30 mars, Keith et Jovi dînaient au restaurant Gangnam BBQ, situé dans le centre commercial Westfield Hornsby, au nord de Sydney. Il était environ 21h30 et le restaurant était bondé. C'est alors qu'un homme en tenue militaire fit irruption, l'air sombre, et se dirigea droit vers leur table. Cet homme était Alexander Villaluna, l'ex-mari de Jovi, âgé de 45 ans. Villaluna avait un passé marqué par le harcèlement, la violence et les menaces envers Jovi. Cette soirée-là, il avait passé des heures à la rechercher, contactant ses proches et son lieu de travail pour la localiser. Il finit par la retrouver au restaurant. Dévoré par la jalousie et hors de lui, Villaluna s'approcha de Keith par derrière et lui demanda brusquement ce qu'il faisait avec sa femme. Puis, au milieu du restaurant bondé, il sortit un couteau de chasse et le planta dans le cou et la clavicule de Keith. Il continua de le poignarder à plusieurs reprises dans le cou et l'abdomen avec une violence inouïe. Dans la panique, Jovi tenta de se défendre, mais Villaluna tourna son attention vers elle, lui entaillant le bras et la poignardant à l'abdomen. Puis il retourna vers Keith, qui, déjà grièvement blessé, essayait de s'éloigner en rampant, mais ses forces l'abandonnaient. Villaluna s'agenouilla sur lui et continua de le poignarder à plusieurs reprises dans le torse jusqu'à ce que Keith ne bouge plus. L'attaque fut rapide, brutale et menée avec un calme effrayant selon les témoins qui restèrent sous le choc de cette scène terrifiante. Pendant ce temps, Jovi, bien que gravement blessé, parvint avec un immense courage à s'enfuir et à se réfugier dans une boutique voisine, espérant y trouver sécurité et réconfort. L'attaque était terminée. Couteau en main et couvert de sang, Villaluna quitta le restaurant, marchant calmement alors que les clients paniqués fuyaient en hurlant. Son sang-froid glaçait le sang. Il ne montrait aucun signe de remords. Peu après, Villaluna s'assit près d'une fontaine et appela la fille de Jovi, lui avouant tranquillement qu'il pensait avoir tué le type et l'avoir aussi blessé. L'arrivée rapide des forces de l'ordre de Nouvelle-Galles du Sud permit son arrestation. Une policière équipée d'un taser l'interpella. Les images du lieu montrent le Villaluna se rendre, les mains couvertes de sang. De leur côté, les secours prirent en charge Jovi, qui fut transportée à l'hôpital Royal North Shore, où elle subit une opération pour soigner ses blessures, dont un sternum perforé. Malheureusement, Keith Collins succomba à ses blessures. Il était décrit comme un homme généreux et apprécié qui avait profondément marqué ceux qui l'entouraient. Il était directeur général d'Elite Packaging Solutions, une entreprise située à West Gosford. Au-delà de ses activités professionnelles, Keith était très impliqué dans le sport communautaire. Il avait été président et entraîneur des jeunes du club Terrigal Wamberal Sharks Junior Rugby League. Son engagement ne se limitait pas à l'entraînement. Il employait aussi de jeunes joueurs dans son entreprise et sponsorisait plusieurs équipes locales. Ses amis et anciens membres du club se souviennent de lui comme d'un homme plein de vie, qui traitait tout le monde comme sa famille et encourageait toujours les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes, sur le terrain comme dans la vie. Sa disparition tragique a laissé un vide immense dans la vie de sa famille, de ses amis et de sa communauté. Alexander Villaluna a été condamné à une peine maximale de 34 ans de prison pour meurtre et à 12 ans pour blessures non volontaires. Les peines sont assorties d'une période incompressible de 30 ans sans possibilité de libération conditionnelle.
Le 29 juillet 2012, Warriena Wright, originaire de Nouvelle-Zélande, est arrivée en Australie pour des vacances de 2 semaines et assistait à un mariage. À 26 ans, Warriena était une jeune femme pleine de vie et d'avenir. Pourtant, sa vie s'est terminée dans des circonstances mystérieuses après une rencontre apparemment banale avec un homme qu'elle avait rencontré sur Tinder. Que s'est-il passé avec Warriena Wright et qui, s'il y en avait un, était responsable? Surnommée Ri par ses proches, Warriena tenait beaucoup à ses relations et adorait les animaux. Petite, joyeuse et intelligente, elle profitait de ses vacances en Australie avec l'intention de rentrer rapidement chez elle après ce court séjour. Cependant, ses plans ont changé de manière inattendue lorsqu'elle a rencontré Gable Toasty sur Tinder. Gable Toasty était un poseur de moquettes vivant sur la Gold Coast. Âgé de 30 ans, il était connu pour sa personnalité exubérante et son habitude d'enregistrer ses interactions avec les femmes. Il possédait également un appartement dans le complexe Avalon Apartments, offrant une vue panoramique sur Surfers Paradise, ce qui attirait prétendument l'attention de nombreuses femmes. Le soir du 7 août 2014, Warriena Wright et Gable Toasty se sont retrouvés près de son appartement. Ils avaient échangé sur Tinder quelques jours auparavant, mais c'était leur première rencontre en personne. Leur soirée a commencé sans incident avec des boissons, des discussions et même quelques selfies. À un moment donné, ils sont montés dans l'appartement de Gable. Cependant, au fur et à mesure que la soirée avançait et que l'alcool coulait à flot, l'atmosphère s'est assombrie. L'habitude de Gable d'enregistrer ses rendez-vous a permis de capturer avec précision l'évolution de cette nuit, montrant comment leur interaction est devenue de plus en plus tendue et explosive. À un moment de la soirée, la conversation entre Warriena et Gable est devenue houleuse. Gable a fait une remarque inquiétante, affirmant que tomber de son balcon serait fatal, une phrase qui s'avérera sinistrement prophétique. Alors que Warriena devenait de plus en plus ivre, elle aurait montré un comportement erratique et agressif. L'enregistrement audio, preuve clé, révèle que Warriena a jeté des pierres décoratives et tenté de frapper Gable avec un télescope. Pour se protéger, Gable a décidé de la maîtriser physiquement. Puis, peu après minuit, il a pris la décision fatale de l'enfermer sur le balcon du 14e étage. L'enregistrement a capté une lutte violente, avec Warriena hurlant de panique et le suppliant de la laisser rentrer. Gable, cependant, a refusé d'ouvrir la porte, la piégeant sur le balcon. À un moment donné, il l'a menacée en disant qu'elle avait de la chance qu'il ne l'ait pas jetée du balcon. L'audio continue de capter ses cris désespérés à travers la porte vitrée qui les séparait. Puis, l'enregistrement est devenu silencieux, mis à part quelques cris lointains. C'est à ce moment-là que Warriena a tenté de descendre au balcon inférieur. Mais l'opération était délicate, et sous l'effet de l'alcool, Warriena a perdu son emprise et est tombée dans le vide. Quand Gable s'est rendu compte de la chute de Warriena, il a appelé son père, affirmant qu'elle avait peut-être sauté. Il a ensuite quitté son appartement par une sortie arrière, commandé une pizza et erré dans les rues avant de contacter son avocat. Ce comportement, combiné à l'enregistrement audio, a conduit les autorités à penser que Gable était plus impliqué qu'il ne le laissait entendre. Le procès qui a suivi a été très médiatisé et a profondément divisé l'opinion publique. L'accusation a soutenu que les actions de Gable Toasty avaient plongé Warriena Wright dans un état de peur et d'intimidation si intense qu'elle avait estimé n'avoir d'autre choix que de tenter de descendre par l'extérieur du bâtiment, provoquant ainsi sa chute mortelle. Le procureur Glenn Cash a affirmé que Toasty, par ses menaces et son comportement agressif, avait privé Warriena de toute issue sûre. La défense a cependant présenté une autre version des faits. Elle a soutenu que Gable avait agi en légitime défense en usant d'une force raisonnable pour se protéger après que Warriena soit devenue violente. Ses avocats ont affirmé que la décision de l'enfermer sur le balcon était une mesure de protection et qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer sa mort. Le jury a été confronté à une tâche difficile, décider si les actions de Gable constituaient un meurtre, un homicide involontaire ou un simple accident tragique. Après plusieurs jours de délibération, Gable Toasty a été déclaré non coupable de meurtre et d'homicide involontaire. Ce verdict a laissé beaucoup de gens perplexes, certains estimant que justice n'avait pas été rendue pour Warriena Wright, dont la vie s'est terminée de manière si tragique et insensée. Pour la famille de Warriena, la douleur de sa perte a été aggravée par un verdict judiciaire qui ne leur a pas offert la conclusion espérée.
En avril 2016, Ingrid Line, une infirmière de 40 ans et mère de 3 enfants, cherchait à reconstruire sa vie après un récent divorce. Elle avait entamé une nouvelle relation avec un homme rencontré en ligne et tout semblait bien se passer. Cependant, dans la nuit du 8 avril 2016, les événements ont pris une tournure tragique. Ingrid Line était une infirmière respectée vivant à Renton, une banlieue de Seattle. Mère divorcée de 3 jeunes filles, elle était connue pour son grand cœur, sa compassion et sa loyauté. Elle ne s'inquiétait pas du jugement des autres et avait appris à profiter de la vie. Ingrid se souciait profondément des personnes qui l'entouraient. Après son divorce, elle s'était concentrée sur l'éducation de ses enfants tout en travaillant dur. Cependant, les êtres humains ont besoin d'amour et de compagnie pour s'épanouir. Dans l'espoir de retrouver le bonheur, Ingrid s'était tournée vers les rencontres en ligne où elle avait rencontré un homme du nom de John Robert Charlton. Ils avaient commencé à se fréquenter. Le 8 avril 2016, Ingrid Line et John Charlton sortaient ensemble depuis quelques semaines. Ce jour-là, ils avaient prévu une sortie en apparence ordinaire pour assister à un match de baseball des Seattle Mariners, mais cette soirée n'avait rien d'ordinaire. Selon Charlton, il serait retourné ensuite chez Ingrid à Renton après le match. Lorsque Ingrid ne s'est pas présentée au travail le lendemain, ses amis et sa famille ont rapidement été inquiets. Elle avait été signalée disparue et une recherche intense a été lancée pour la retrouver. 2 jours plus tard, une découverte macabre a eu lieu. Un habitant de Seattle, Mike Novacion, a trouvé 3 sacs lourds dans une benne de recyclage près de chez lui. En regardant de plus près, il a distingué le contour d'un visage humain à travers le plastique, une vision qui le hanterait à jamais. Les sacs contenaient les restes démembrés d'Ingrid Line, sa tête, un bras et une jambe. La police a rapidement été alertée et une enquête a commencé, menant directement au dernier compagnon connu d'Ingrid, John Charlton. Charlton a d'abord donné une version trompeuse de ce qui s'était passé cette nuit-là. Il a affirmé qu'ils avaient passé du temps ensemble au match de baseball et dans un bar, puis qu'il était fortement alcoolisé. Il prétendait ne plus se souvenir de la suite des événements, avançant une histoire incohérente selon laquelle il aurait dormi sur un trottoir après leur rendez-vous. Cependant, son récit omettait des détails essentiels sur les terribles événements survenus au domicile d'Ingrid. En fouillant la maison de Lynn, les enquêteurs ont découvert une scène maculée de sang. Dans sa salle de bain, ils ont trouvé une scie d'élagage de 38 cm que Charlton avait utilisée pour démembrer son corps. Des traces de sang et des morceaux de chair ont également été retrouvés, révélant l'horreur du crime commis. L'enquête a déterminé que Charlton avait étranglé Ingrid avant d'utiliser la scie pour démembrer son corps. Il avait ensuite mis les restes dans des sacs poubelles qu'il avait jetés dans une benne au hasard. John Robert Charlton a été arrêté et accusé du meurtre d'Ingrid Line. Lors du procès, il est devenu évident qu'il avait non seulement commis un crime atroce, mais qu'il avait également tenté de le dissimuler par un enchevêtrement de mensonges. Cependant, les preuves à son encontre étaient accablantes, qu'il s'agisse des découvertes médico-légales sur la scène de crime ou de son comportement erratique et de ses déclarations incomplètes. Charlton a exprimé des remords le jour de sa condamnation. Il a été condamné à 27 ans et 9 mois de prison, la peine maximale autorisée par les lois de l'État. Bien que sévère, cette sentence ne pouvait pas réparer le mal causé, ni apaiser le chagrin des proches d'Ingrid. Son ex-mari, Phil Line, a exprimé l'immense vide laissé dans la vie de leurs 3 filles, insistant sur le fait que Charlton avait pris une vie qui ne lui appartenait pas. Le 8 décembre 2015, Charlotte Brown, une consultante en affaires de 24 ans, avait rendez-vous avec Jack Shepherd. Les deux avaient passé la soirée à boire du champagne et se trouvaient désormais à bord du hors-bord de Jack, naviguant sur la Tamise. À un moment de cette promenade nocturne, Charlotte s'est rendu compte qu'ils allaient à une vitesse excessive. Ses inquiétudes allaient s'avérer fondées et cette balade serait la dernière de Charlotte, marquant une affaire qui allait captiver l'attention du public. Originaire de Clacton, dans l'Essex, Charlotte Brown était une jeune femme pétillante, décrite par ses amis comme la personnalité la plus marquante de la pièce. Elle s'apprêtait à commencer un nouveau chapitre prometteur dans sa vie, ayant récemment obtenu un poste de consultante en affaires. Connue pour son sérieux et sa responsabilité, elle avait un avenir brillant devant elle. Elle avait rencontré Jack Shepherd, un designer de site web de 28 ans originaire du Devon, via une application de rencontre. À l'opposé de Charlotte, Jack Shepherd avait la réputation d'être un véritable Casanova au champagne. Jack aimait boire et séduire. C'est pour cette raison qu'il avait acheté, quelque temps auparavant, un hors-bord Fletcher Arrowflight GTO d'occasion via le site Gumtree, dans l'intention de séduire des femmes lors de rendez-vous. Cependant, Shepherd n'avait ni formation formelle ni permis pour piloter un bateau.
Il devait manœuvrer une embarcation défectueuse, en mauvais état et dépourvue d'équipements de sécurité essentiels, créant ainsi les conditions idéales pour un accident tragique et évitable. Le soir du 8 décembre, Jack Shepherd emmena Charlotte Brown au restaurant de luxe de Shard pour dîner et boire, un geste extravagant destiné à impressionner. Après le repas, ils embarquèrent à bord du hors-bord de Shepherd au niveau du pont de Hammersmith pour une croisière nocturne sur la Tamise. Ni Charlotte ni Shepherd ne portaient de gilet de sauvetage et le coupe-circuit du bateau, un dispositif de sécurité qui arrête le moteur si le pilote est éjecté, n'était pas branché. Shepherd, qui avait beaucoup bu, conduisait le bateau de manière imprudente à une vitesse comprise entre 26 et 34 nœuds, soit plus du double de la limite autorisée sur la Tamise. Alors qu'il filait à toute allure, le bateau heurta un tronc d'arbre submergé près du pont de Wandsworth, provoquant son chavirage. Charlotte et Jack furent projetés dans les eaux glaciales de la Tamise. Charlotte, inconsciente et inerte, fut repêchée plus tard avec une température corporelle de seulement 25 degrés Celsius, conséquence de son immersion dans l'eau froide. Malgré les efforts pour la ranimer, elle fut déclarée morte. Shepherd, quant à lui, fut retrouvé agrippé à la coque du bateau chaviré, appelant à l'aide. Des témoins se souviennent l'avoir entendu crier, mais il ne demandait de l'aide que pour lui-même, sans mentionner Charlotte. Lors de l'enquête, il fut révélé que le bateau avait de nombreux défauts, notamment un système de direction défectueux, ce qui avait encore accru les dangers de cette nuit tragique. Après l'accident, Jack Shepherd prit la fuite et se réfugia en Géorgie, un pays d'Europe, échappant ainsi à la justice britannique. Pendant sa cavale, il bénéficia de l'aide juridique financée par l'État, ce qui provoqua une vive indignation du public. En juillet 2018, il fut reconnu coupable d'homicide par négligence grave. Extradé vers le Royaume-Uni, Shepherd fut condamné à 6 ans de prison pour la mort de Charlotte, avec 4 années supplémentaires pour une affaire d'agression non liée. En janvier 2024, il fut libéré après n'avoir purgé que la moitié de sa peine, une décision qui provoqua une nouvelle vague d'indignation chez la famille de Charlotte et dans l'opinion publique. Le père de Charlotte Brown continue de réclamer la vérité sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, car Shepherd affirme toujours que c'était Charlotte qui pilotait le bateau au moment de l'accident. Le 19 août 2016, Adam Hillary, un père célibataire de 27 ans, originaire d'Auburndale, en Floride, avait rendez-vous pour un premier tête-à-tête. Il avait rencontré Hayley Bustos, une jeune femme de 18 ans, sur le site de rencontre Plenty of Fish. Mais ce qui avait commencé comme une innocente sortie allait rapidement virer au cauchemar car Hayley cachait des intentions malveillantes. Adam Hillary était un jeune père dévoué à sa fille de 5 ans, la Jaya, qu'il appelait tendrement sa princesse. À 27 ans, il était adoré par ses amis et sa famille, qui louaient sa capacité à révéler le meilleur chez chacun. Adam s'efforçait de construire une vie meilleure pour sa fille. Il aimait les plaisirs simples, comme le sport et le bowling. Inviter Hayley à une soirée au bowling pour leur premier rendez-vous lui avait semblé une évidence. Après une soirée de bowling, Adam et Hayley se rendirent brièvement à l'appartement d'Adam. Ce dernier ignorait que Hayley Bustos avait, dès le départ, des intentions sinistres. Un ami l'avait en effet encouragé à utiliser des applications de rencontres pour séduire des hommes et ensuite les voler. En quittant l'appartement d'Adam, Bustos informa ses complices, Andrew Morris Warner, Gary Gray et Joshua Ellington, des objets de valeur qu'elle avait repérés, des télévisions, une Xbox, de la marijuana, de l'argent liquide et de l'alcool. Aux premières heures du lendemain matin, Warner et Gray forcèrent l'entrée de l'appartement d'Adam tandis que Bustos et Ellington attendaient dans la voiture. Armés et dangereux, Warner et Gray confrontèrent Adam, qui implora aussitôt pour sa vie. Dans une tentative désespérée de se sauver, Adam offrit aux intrus tout ce qu'ils voulaient, les suppliant de l'épargner pour le bien de sa jeune fille. Mais ces supplications furent ignorées. Malgré sa coopération et son désir de satisfaire les agresseurs, Warner l'exécuta de sang-froid, lui tirant une balle dans l'arrière de la tête alors qu'il était agenouillé au sol. Le tir le tua sur le coup, et Adam s'effondra sur le sol de sa cuisine. Après le meurtre, Warner et Gray retournèrent à la voiture, riant de la façon dont Adam avait supplié pour sa vie. Pour son rôle dans ce crime, Hayley Bustos ne reçut que $50. Des rapports révélèrent plus tard que ce n'était pas la première fois qu'elle participait à une telle machination. Les 4 complices furent rapidement arrêtés. Warner fut reconnu coupable de meurtre au premier degré. Lors du procès, Bustos témoigna contre Warner. À un moment donné, sur le banc des témoins, elle déclara qu'elle se moquait de passer le reste de sa vie en prison tant que Warner y resterait également.